Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Le Ménestrel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de la financière de l'Échiquier. Vous publiez, c'était il y a quelques mois, mais on prend le plaisir d'en parler, le guide du routard de l'investissement en bourse, donc aux éditions Hachette. C'est le guide du routard fait avec l'ami, comment il s'appelle? Glohagen. Exactement. Glohagen. Guide précieux donc pour l'épargnant qui a envie de comprendre un petit peu la bourse. Pardon d'être un peu taquin. Quelle différence avec la bourse pour les nuls? C'est plus petit. C'est beaucoup plus facilement, mais on peut le mettre dans sa poche. Et j'ai pas lu la bourse pour les nuls, j'en suis désolé. Mais vous n'avez pas besoin surtout. Mais c'est surtout pas du tout pour les nuls. C'est fait pour donner confiance. C'est un petit peu différent. C'est que la bourse pour les nuls, il y aurait peut-être un côté je vais vous apprendre. Là, c'est vraiment un baladez-vous avec ça et vous aurez toujours le bon truc au bon moment. Un tout petit peu différent. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est de la mise en confiance. Mais en même temps, si tout le monde le lit et tout le monde met tout ça en pratique, ils ne vont plus, les épargnants, acheter des SICAV et des fonds. Ils vont aller en direct, ils n'ont plus besoin de vous. La financière de l'Échiquier, hop, il y aura la décollecte. Vous savez que le principal tout frein… Tout taquine, vous avez compris. Oui, bien sûr. Mais le principal frein à l'investissement en actions, c'est la peur de le faire. Pourquoi? Parce que les actions sont passées de mode, parce que les actions, finalement, son voisin n'en a pas, ses parents n'en ont plus, parce que les actions, c'est toujours un monde un peu bizarre. Il y a des gens bizarres qui posent des questions bizarres. Oui. Et des gens qui répondent des réponses bizarres aussi. Et voilà, en plus. Et en fait, il faut juste remettre dans notre quotidien le fait que les actions, c'est un investissement de long terme, accessible à tous. De plus en plus long terme. Vous vous rendez compte, pour ceux qui sont rentrés en 2000, pensez à ceux qui sont rentrés en 2000. Je sais ce que vous allez me répondre, mais je fais exprès de mettre les pieds en plat. Ceux qui sont rentrés à 7000 points sur le CAC 40, aujourd'hui, on n'est même pas, on est à 5000. Vous vous rendez compte? 20 ans après, qui a envie d'y aller? Et alors, volontairement, je la pose comme ça. C'est très gentil parce que ça me permet de dire oui, un boulevard. Il y a un boulevard, là. Alors, tous nos fonds sont largement au-dessus des cours de 2000, c'est-à-dire qu'ils ont tous pris en moyenne entre 5 et 6%, il y en a même un qui est à 8% depuis le CAC début 40 2000. hors dividende, si on incluait les dividendes dans le CAC 40, on serait au-dessus. Voilà, les indices. C'est ça la réponse aussi, avant de faire la promo de ces fonds. Mais faisons la promo de la financière de l'Échiquier, c'est important. Non, et c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de stress tout le temps à propos de la bourse, toujours ce que l'on met en avant. Et ce petit guide est fait uniquement pour dire, mais arrêtez d'écouter le quotidien, ayez juste quelques bons repères, et puis chaque fois que vous dites, tiens, pourquoi pas les actions, ça peut être un élément de référence. Mais il n'y a pas, en revanche, il n'y a aucune martingale pour gagner. Non, personne n'a cette prétention-là. C'est uniquement, on donne le nom de tous les acteurs, de toutes les fédérations, de l'autorité. On essaie d'expliquer que finalement, c'est très simple. Et quoi de mieux qu'un guide du routard pour mettre de l'accessibilité à un voyage dans un univers qu'on ne connaît pas bien. C'est un vrai voyage, l'univers des marchés, des actions. La réalité, et ça fait mal, et vous le rappelez d'ailleurs très bien au début, c'est que les Français se détournent de plus en plus. Exactement. En direct, peut-être pas via la gestion collective, mais en direct, on a perdu… alors, on est à 3 millions d'actionnaires en direct. On parlait de 11 millions à la fin des années 80. Ouais, et là, en fait, au moment là, moi, je pensais à 8. Au moment des privatisations, parce que vous venez de parler il y avait une véritable publicité. Et en fait, il y a eu deux éléments qui se sont mis en concordance. C'était encore avant. Non, mais deux éléments sont vraiment venus contrecarrer la vie des marchés. Le premier, c'est que trop de communication sur les crises ont quand même apeuré très très largement les individus. C'est pas la faute de la communication, c'est la faute des crises. Oui, mais peut-être qu'il y a toujours une mise en avant des crises plutôt que des bienfaits. C'est-à-dire qu'au lieu de rappeler systématiquement qu'un investissement en action sur 15 ans est quasi imbattable, que depuis 2000, on gagne… Avant, c'était 10 ans. Remarquez qu'avant, on disait au bout de 10 ans, vous êtes rentable, et maintenant, on est passé à 15 ans. Vous êtes vilain parce que non, vraiment, toutes les études académiques, sur 15 ans, c'est imbattable, ça a toujours été sur 15 ans. Mais le fait est que sur 10 ans, en règle générale, vous gagnez très bien votre vie. À partir du moment où vous êtes diversifié et à partir du moment où vous êtes vraiment, vous restez investi à long terme. Le fait est que les crises ont été un repoussoir. Et puis un deuxième élément, c'est que la fiscalité est venue transformer le rapport des Français à l'investissement. Puisque de fiscalité, aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de faire de l'assurance vie. Et l'assurance vie vous propose quoi? Vous propose un produit qui est liquide tous les jours. Qui rapporte de moins en moins, le fonds en euros. Oui, mais il est liquide tous les jours, il rapporte un petit quelque chose, quoi qu'il arrive. Et entre les crises et la fiscalité, si vous avez ce type de produit, aujourd'hui avec des taux à zéro, vous êtes ravis, vous savez que le livret A continue à collecter, ce qui est quand même, pour moi, une aberration. Donc il faut absolument… Surtout quand on prépare sa retraite avec du livret A. L'aberration, elle est là. Donc il faut rééduquer les Français. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour redonner justement confiance, goût, envie aux Français justement d'aller vers les actions? Il y a évidemment le fait de lire, de s'instruire, mais pas que. C'est une question de fiscalité, de pédagogie, d'incitation. Le premier élément, c'est la pédagogie. L'AMF, notre autorité de marché, a sorti au mois de juillet justement
un diagnostic sur pourquoi les Français se détournent-ils des actions. Et le premier point, c'est le manque de pédagogie. Alors moi, j'ai une idée toute simple, c'est enseigner l'histoire économique très tôt dans les écoles, puis pour mettre... maternelle, allez hop. Ouais, pourquoi pas. Mais vous savez, mettre l'histoire, on met bien l'histoire des religions, enfin bref, pourquoi pas mettre un peu d'économie, mais de l'histoire économique, donc intéresser sur, ah oui, l'économie finalement ça a un rôle dans ma vie. Et le deuxième élément, bien sûr, majeur, c'est de rééquilibrer la fiscalité de l'investissement, de l'épargne qui est active versus l'épargne qui est inactive. Dans le cadre de l'assurance vie, ou en général, parce que pour le coup, on a un prélèvement forfaitaire unique, a priori pour 2018, sur les revenus financiers. Si tout se passe bien dans les arbitrages, on sera à 30%, prélèvements sociaux inclus. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est excellent. Et bien sûr, il faut que l'assurance vie qui a capturé l'épargne des Français revienne à un outil qui soit, en tout cas, concurrençable par des outils non assurance vie. Concrètement, pour qu'il y ait plus d'actions dans le cadre des contrats d'assurance vie, sachant que sur moyen terme, on est gagnant avec les actions si on a misé sur les bonnes valeurs. Eh bien, en particulier, le fonds en euros qui est défiscalisé doit passer à un peu plus de fiscalité. Si on mettait ensemble la fiscalité de l'assurance vie, le mettre en équivalent sur la fiscalité des actions, que ce soit une exonération au bout d'un certain temps ou que ce soit la même fiscalité, finalement, parce qu'on fait le même boulot, je pense que ce serait déjà très bien. Et c'est ce qui est en cours. Hein. Vous avez vu que les grands arbitrages, c'est comment faire pour que l'épargne n'aille plus ni dans l'immobilier ni dans le contrat en euros, mais aille vers de l'investissement à risque. Donc, et en rappelant qu'en prenant un risque mesuré, en rappelant qu'on ait un comportement d'investisseur mesuré, un comportement cohérent, on arrive à gagner quasi systématiquement. L'AMF le rappelle en disant que c'est entre 5 et 6% le type de rendement qu'on peut obtenir. Bon, Didier Ménestrel, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez créé votre premier fonds un quart de siècle, il y a 25 ans. Ouais, non, mais c'est pour dire quoi? Des crises. Non, mais il s'est rasé déjà aujourd'hui. Non, mais ça, c'est pas gentil. La semaine dernière, on s'est croisé par hasard, il n'était pas rasé. Hein. Ouais. Bon, plus sérieusement, vous en avez vu des crises depuis 25 ans. On a eu 87, début des années 90, crise financière de 97-98 en Asie, la bulle Internet, la crise des subprimes. Donc, pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui a changé en bien ou en mal sur les marchés financiers, sur la façon à la fois de faire votre travail et sur l'environnement financier? Alors, les choses qui ont changé, ce ne sont pas les crises. Les crises, elles sont régulières. Elles font partie de la vie des marchés. Elles sont plus violentes. La crise de 2008 était une crise systémique, vraiment systémique, qui aurait pu détruire le système financier. 1929, 2008, ça sont les crises, la mère des crises. Les banques centrales ont retenu l'histoire, les leçons de l'histoire, puisqu'elles n'ont évidemment pas réagi de la même façon. Donc les prochaines crises seront des crises habituelles dans la vie des marchés, où bien sûr certains y échapperont, d'autres y laisseront quelques plumes. Sans aucune émission monétaire? Ça vous a pas échappé après, si jamais il y avait une crise, là aujourd'hui, quand on a des taux à zéro Oui, mais au fond, si le système bancaire fonctionne, il n'y a pas de raison que ce soit la Banque centrale qui prenne le relais. Vous voyez, c'est une question c'est vraiment une question de système. Aussi, hein. D'où la mise en place des contrôles et des éléments de suivi du monde bancaire qui ne leur laissent pas complètement la main. Mais 29, ça avait été pareil. Hein. Il y avait eu le même contrôle sur le système bancaire mis en place aux États-Unis qui a permis pendant plus d'un siècle d'être à peu près tranquille. Ce qui a profondément changé, en revanche, c'est que l'information disponible sur la vie des marchés est extraordinairement importante. Vous pouvez récupérer des données, vous pouvez récupérer des infos sur toute entreprise, il y a un nombre d'intermédiaires beaucoup plus important. Et donc, l'information est mieux partagée. La somme d'informations est mieux partagée. Les marchés sont plus efficaces. Ils ne sont pas efficients, mais ils sont plus efficaces. Et il est peut-être plus difficile, dorénavant, de tirer son épingle d'un jeu où il y a beaucoup d'acteurs. Ce qui fait que pour un individu, parfois, on peut être tenté de se dire « mais finalement, pourquoi je joue? Je n'ai pas ma chance ». D'où mon éducation dans ce guide du retard pour dire « mais bien sûr que si, le bon sens peut vous faire gagner régulièrement en bourse, sans stress majeur, sans avoir besoin justement d'outils extravagants, uniquement avec votre bon sens, parce que vous utilisez un bon produit, parce que vous êtes actionnaire d'une bonne banque, je ne sais pas, enfin, en tout cas, un petit peu de bon sens permet de revenir à des bases de... Mais la base de la bourse, l'image d'Épinal qu'on en a, c'est le financement de l'économie, c'est toutes les histoires d'entrepreneurs, d'entreprises dans lesquelles vous investissez, sauf qu'aujourd'hui, la réalité, notamment outre-Atlantique, ce sont les robots, le trading haute fréquence, c'est plus de la moitié des transactions. Est-ce que c'est sain comme évolution? Encore une fois, vous avez du recul, c'est ça qui est intéressant. Alors, les transactions ont beaucoup augmenté, mais au fond, mon boulot, lui, il n'a pas changé. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que si les robots sont là pour faire des transactions,
ce ne sont jamais que des nouveaux acteurs pour que le marché soit toujours plus efficace, sur la liquidité, sur la formation du prix au quotidien. Avec des flash crash, avec parfois des décalages violents sur des titres. Il y a des bitcoins qui ont disparu, il y a parfois une panne d'électricité à la Tour Eiffel. Oui, il y a des moments, et puis il y aura des moments de décalage. Non, ce qui est vraiment très important, c'est que cette information disponible soit partagée par le plus grand nombre pour former un prix qui soit le plus juste possible. Ce que je mettrai en évidence, c'est qu'avec le temps, je vous promets que tous ceux qui agissent au quotidien, on les oublie. Avec le temps, ce que l'on regarde, c'est l'évolution des taux d'intérêt, c'est la croissance des entreprises. Et dans le financement, parce que vous avez évoqué ce mot de financement, il est vrai qu'en Europe, financer l'entreprise par le marché n'est pas un fait habituel. Aux États-Unis, c'est extraordinairement dynamique. Nous, c'est la banque. Parce que nous, les banques ont pris le contrôle de l'épargne et des financements depuis la fin de la guerre, grosso modo, que ce soit en Allemagne comme en France. Et donc, le marché n'a jamais eu sa chance. Moi, je crois, alors vraiment, je répète toujours que l'épargne en Europe n'existe que depuis finalement 70 ans maintenant. Il y a 25 ans, je disais depuis 40 ans, depuis la fin de la guerre. Depuis la fin de la guerre, c'est la première période où les Européens accumulent de l'épargne, accumulent donc de la réflexion financière, puisqu'ils se projettent sur longue période. Avant, on détruisait tout le temps l'épargne qui avait été accumulée en Europe, parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait guerre sur guerre à peu près, alors après c'était tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 40 ans, et le fait est que cette épargne, dorénavant, nous rentrons dans un monde de type anglo-saxon. Les Américains, depuis la guerre de sécession, n'ont jamais connu d'éléments de destruction de leur patrimoine. Et donc sont obligés d'avoir une réflexion de transmission, de rémunération de ce patrimoine. Et bien nous commençons à peine, donc on a un petit peu de retard, on a pris les outils modernes, et vous allez voir que petit à petit, et là on le voit bien aujourd'hui, vous parlez de privatisation, alors c'est toujours la même chose, on avance à petits pas, on avance, on recule, mais la réalité c'est que l'économie, les modèles économiques sont à peu près efficaces, sont à peu près tous les mêmes, ils comptent sur le marché pour bien fonctionner. Et du coup, nous, le marché qui a été vraiment... Il y a un monsieur qui était à la tête du pays qui n'aimait pas la finance, et voilà, il ne l'aimait pas, il a bien montré qu'il ne l'aimait pas. Le nouveau ne dit pas « j'adore la finance », il dit juste « ça va être utile, je pense que je lui donne de bonnes armes pour arriver à donner des atouts à notre marché financier ». Phrase un peu longue, mais plaidoyer. Ouais. Le marché a raison tous les jours, mais il n'a pas toujours raison. Vous connaissez l'adage. Encore une fois, sans être oracle ni quoi que ce soit, on a quand même plusieurs années de marché. Je sais que vous êtes sur des histoires d'entreprise et il y a toujours de belles affaires, de belles histoires, mais quand on voit quand même toutes ces largesses monétaires, des valorisations qui sont quand même tendues, une présidente de banque centrale américaine qui dit qu'elle ne verra pas de son vivant une prochaine crise. Ah oui, ça pue pas un peu tout ça quand même, non? Pourquoi? Alors vraiment, il y a des effets indésirables. Le fait d'être contrôlé par une banque centrale est aussi désagréable que d'être contrôlé par un État. Les marchés aiment la liberté, les marchés sont libéraux par essence. Ça, c'est le seul phénomène indésirable. Mais la réalité, c'est que quand les taux sont à zéro, le prix des actifs est à peu près valorisé comme il doit être aujourd'hui. Et nous, notre rôle est d'anticiper une hausse des taux qui viendra. Vous savez qu'aujourd'hui, le principal... On l'attend. Voilà, le principal défaut identifié, le principal regret, c'est cette hausse des taux, on aimerait bien la voir maintenant. Donc oui, tout ça va rentrer dans l'ordre. Ce qui est important dans la vie... Est-ce que le roi ne sera pas nu justement quand les taux vont remonter? Finalement, tout le monde va se mettre à repricer le risque et là pour le coup... Oui, et donc on sait que dans l'histoire monétaire, vous savez, les phases de hausse de taux, c'est toujours un peu compliqué pour les marchés actions. Je parle sous votre contrôle. Non, alors le début de la hausse des taux est toujours très favorable au marché d'actions. Ouais. Là, ce qui se passe justement, c'est que le contrôle de cette hausse des taux est tellement important qu'elle se fait trop lentement pour satisfaire les marchés d'actions. Vous voyez, il y a toujours des bémols. La réalité, c'est que les entreprises, les modèles d'entreprise donc qui fonctionnent... Donc il n'y a pas de bulle financière pour vous? Non, il n'y a pas de bulle financière et je vais même aller plus loin. Là, j'écrivais dans mon dernier édito, je rappelais les résultats de Facebook. Ouais. Les résultats de Facebook en 2016 au premier trimestre 2017, sont aussi importants que pour toute l'année 2015. La croissance de l'économie numérique, la croissance de ces nouveaux modèles est tellement exceptionnelle qu'elle justifie les valorisations. Voilà. Et vraiment, donc il n'y a pas de bulle financière nulle part, même sur certaines classes d'actifs, les marchés obligataires, il n'y a pas de bulle financière. Il n'y a une bulle financière que dans le marché du foot. Le parallèle. On termine juste là-dessus parce que c'est comme l'actualité. On sent, et là, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de l'expérience que vous avez. On sent une montée des crispations avec la Corée du Nord sur les marchés. On le sent avec ce qui se passe sur l'or, sur les taux longs aussi. Il y a eu les taux longs qui refluent. On est de nouveau à 0,3 sur le 10 ans allemand, à 2,10. Voilà, comment vous le sentez, vous c'est que les marchés... Est-ce qu'il y a un changement vraiment d'humeur, de psychologie pour le coup? Oui, clairement.
Nous attendons tous la hausse des taux, nous nous sommes préparés à une hausse des taux régulière. Cette hausse des taux ne vient pas parce que viennent contrecarrer la réflexion, le fait qu'il n'y a pas de hausse des prix aux États-Unis. Et puis, il y a en plus, et c'est un phénomène géopolitique qui est absolument inattendu, et c'est toujours ce qui se passe dans les marchés, les crises viennent toujours pour des motifs qui sont parfois inattendus, oui, parce que l'équilibre que l'on essaye de maintenir est rompu. Donc, le petit bonhomme à l'Est, moi, j'ai pas d'idée. Bon, il a 33 ans, il est un peu particulier. Je pense que ça devrait se régler quand même. Enfin, vu de mes yeux, je ne vois pas comment l'économie, la mondialisation, ça a au moins cet effet que tout le monde se parle et que je pense qu'on ne va pas laisser un petit bonhomme embêter tout le monde. En revanche, sur la hausse des taux, il est vrai que la seule véritable question, c'est dans ce que l'on a fait pour maintenir l'économie, sommes-nous capables de remettre un petit peu d'inflation, parce que l'économie a besoin d'un petit peu d'inflation. On ne voit pas trop cette inflation. Hein. Malgré tout ce qui a été fait en termes de largesse monétaire, malgré la reprise, on est quand même aux alentours d'un 5 partout d'inflation. On ne la voit pas pour l'instant, mais la croissance économique mondiale est repartie de façon assez uniforme dans tous les pays. Il n'y a plus d'unemployment, il n'y a plus de chômage aux États-Unis. Il y a bien un moment où les prix vont se retrouver dans les salaires, à ceci près que la 4e révolution industrielle qui numérise l'économie a moins besoin de salaire. Et c'est un véritable sujet de très long terme. Bon, donc on retient qu'il y a toujours des belles histoires d'entreprises accompagnées, il y a toujours de belles plus-values à la clé. Bon, alors évidemment, surtout, vous avez tous autour de vous quelqu'un ou un entrepreneur ou une entreprise que vous connaissez qui pourra vous aider à mieux préparer votre retraite. Bon, non mais voilà, mais vous en tout cas, la science à l'échiquier, c'est pas plus compliqué, et on finit là-dessus, de trouver encore une fois les pépites de demain qui… au contraire, ça va beaucoup mieux depuis 2 ans. Je ne veux pas reparler de nos belles performances, mais dans les périodes de crise, il y a la remontée brutale, ça on sait bien faire, puis après il y a le moment d'interrogation, et quand tout le monde est frileux, ce qui a été le cas en disant j'attends que les taux aillent à 0 avant de pouvoir réfléchir, nous, la prise de risque était très mal rémunérée. Maintenant, la prise de risque est beaucoup mieux rémunérée. Bon, voilà, en attendant, le guide du routard de l'investissement bourse, donc signé Didier Le Ménestrel aux éditions Hachette, président de la financière de l'échiquier. Merci à vous. Merci. Au revoir.